Aujourd'hui, nous partons sur les rives du lac d'Annecy, à l'auberge du Père Bise, où Magali Sulpice et son mari, le chef étoilé Jean Sulpice, ont recréé un petit coin de paradis. Ce projet, c'est une histoire qui s'écrit à deux et dans laquelle chacun tient un rôle capital. Pour Magali, sommelière passée par de grandes maisons, c'est un changement de cap. Elle laisse derrière elle le monde du vin, mais reste au contact des clients dans un rôle repensé. Avec chaleur et simplicité, elle les accueille et les guide tout au long de leur séjour, comme un fil rouge, présence bienveillante, garante de l'harmonie entre les différents espaces et expériences. Mais son rôle se joue aussi en coulisses. Elle est la maître d'œuvre des grands projets que Jean et elle ont imaginés, avec ambition, mais sans ostentation, une manière pour eux d'aller au bout de leurs rêves. Un rêve que les plus chanceux d'entre nous ont la chance de partager le temps d'un dîner ou d'un séjour. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Magali Sulpice dans Girls in Food. Bonjour Magali Sulpice. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, donc Magali Sulpice, 40 et quelques années, on compte plus maintenant. Sommelière de formation, j'ai grandi à Rennes, en Bretagne, où j'y ai fait aussi mes études. Et puis après, partie travailler au début sur Annecy, et puis Val Thorens très rapidement. Vous allez nous raconter ça. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors, un petit peu la cuisine de tous les jours, j'ai envie de dire. Le plaisir quand même de se retrouver tous les quatre, mes parents, ma sœur et moi, le soir à table et puis se raconter un peu la journée. Le plaisir aussi des dimanches un peu plus en famille, un peu plus nombreux. La générosité et le partage. Et justement, quel était le plat du dimanche classique dans votre famille ? Alors, pas vraiment de plat classique du dimanche, parce que c'était un peu fonction des saisons et des gens qu'on pouvait avoir à table. Plutôt un vrai souvenir en tant que bretonne de la traditionnelle galette du vendredi soir. Tous les vendredis soirs, maman nous faisait des galettes et c'était vraiment la tradition. On ne se posait pas la question de ce qu'on allait manger ce soir, c'est vendredi, c'est galette. Et toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver ? Écoutez, je crois que j'ai toujours voulu faire ce métier d'origine, le métier de sommelière. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai pas du tout grandi dans une famille où la gastronomie avait, ou même l'univers de la restauration en particulier, avait une place spéciale. Mais d'aussi loin que je me souvienne, je voulais faire ce métier et je n'ai jamais pensé à autre chose. Et quel a été votre tout premier job ? Sommelière. Sommelière. Donc sans transition. Justement, donc là vous nous dites que vous avez toujours eu quelque part cette vocation de devenir sommelière, cet intérêt. Comment s'est fait la transition avec les études ? Racontez-nous cette première partie de votre vie où de cet instinct où vous vous êtes dit la sommellerie c'est pour moi. Comment est-ce que vous avez choisi votre orientation ? Donc j'ai tout de suite su que je voulais, en tous les cas au début, travailler dans l'univers de la restauration. D'accord. Et de la gastronomie en particulier. Cet univers me fascinait. Je m'imaginais un peu comme une pièce de théâtre, avec tous les acteurs qui sont en scène et tous les machinistes un petit peu derrière. Ça me fascinait. Donc très rapidement, quand il a fallu, au niveau de la troisième, commencer à se poser un peu des questions sur l'orientation, et mes parents me dirent, écoute, si c'est ça que tu veux faire, maintenant il faut te décider et partir en lycée hôtelier. C'était vraiment pas dans notre culture de la maison. Je dirais la tradition des études, c'était passe ton bac d'abord. Oui. Mais moi, j'étais vraiment, j'étais vraiment impliquée et la volonté de partir dans ces études-là. Donc, naturellement, après la troisième, donc orientation en lycée hôtelier, donc 15 ans. La pension. C'est un changement de vie. Exactement, à 100 km de la maison, un vrai changement de vie, un petit peu violent quand même au départ, parce que moi j'ai vraiment grandi dans une famille assez cocoon, très protectrice. Mais bon, j'avais une vraie volonté de partir dans ce métier, donc j'ai choisi mon lycée hôtelier, assez proche et assez loin de la maison quand même.
Jusqu'à 15 ans, on a d'autres ambitions aussi. Et puis j'y suis restée 5 ans, donc le BEP, le CAP, le bac professionnel. Et il est vrai qu'après le bac professionnel, c'est un peu posé la question, comme là j'avais vraiment complètement découvert et j'étais confortée dans mon choix de ce métier de sommelier, c'est posé quand même la question de la mention complémentaire en sommellerie ou d'approfondir avec un BTS. J'étais vraiment, vraiment passionnée par la sommellerie, donc j'ai fait le choix de partir tout de suite en mention sommellerie. Et voilà, décourter un petit peu, on va dire, la notion de gestion et autres. Et puis voilà, après la mention de sommellerie, donc 5 ans dans ce lycée, et puis 20 ans presque, c'était le moment de partir travailler. De se lancer. Alors justement, votre première partie de carrière est aussi marquée par une expérience professionnelle chez le chef Marc Veyrat. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé dans cette maison ? Alors donc, comme je vous l'ai dit, la mention sommellerie en poche, il fallait que je cherche du travail. Et puis là, j'avais presque 20 ans. Il était vraiment temps que je quitte papa-maman. Donc, à l'époque, j'ai cherché du travail sur Minitel. Parce que c'était sur Minitel. Je cherchais du travail, 3615 l'hôtellerie. Et j'ai trouvé un job d'été sur un restaurant qui n'existe plus maintenant, mais un restaurant qui était étoilé Michelin et qui était basé à Annecy. D'accord. Mon choix, en fait, s'était porté volontairement sur une région. Je voulais soit le Jura, soit la Savoie. Parce que dans mes études de sommellerie, que j'ai volontairement aussi fait chez moi en Bretagne, je ne voulais pas être influencée par une région en particulier. Je m'étais posé la question d'aller faire mes études à Beaune ou à Bordeaux, mais j'avais peur qu'on me conditionne exactement sur une région en particulier, et je voulais pas parce que j'avais vraiment à cœur de découvrir toutes les régions à leur niveau. Donc je voulais vraiment m'orienter sur trouver un travail soit dans le Jura, soit en Savoie, pour découvrir en fait ces petites régions. D'accord. Qui étaient assez méconnues et mal connues encore à l'époque, et qu'on associait même, il y a 20 ans en arrière, elles étaient même regroupées sur les cartes. C'était le Jura et la Savoie, alors qu'aujourd'hui on découvre que c'est vraiment 2 territoires et 2 identités totalement différentes. Des vrais terroirs. Et des vrais terroirs et des vraies personnalités, que ce soit dans les encépagements, dans les sols, dans la culture de la vigne et autres. Donc j'ai trouvé ce job d'été dans ce restaurant, sommelière. Il fallait que je reprenne vraiment tout en main la carte. Et là, vraiment, arrivée sur place, j'ai déjà découvert des personnes. J'ai pu aussi facilement, parce que j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais seule, je me suis vraiment débrouillée par moi-même. Et donc, j'ai pris un peu mon bâton de pèlerin et je suis allée frapper à la porte des vignerons, pour découvrir et pour échanger avec eux. Il y avait les incontournables et puis les nouveaux qui se lançaient un petit peu, qui reprenaient les affaires familiales. Et puis, au fur et à mesure de ces échanges entre professionnels et avec les vignerons, comme j'étais basée à Annecy, je savais qu'il y avait ce grand chef charismatique à quelques kilomètres de là. Donc évidemment, je me suis dit, là, il faut que je fasse tout pour entrer dans cette maison et je vais forcément en apprendre beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Donc de fil en aiguille et de rencontres, c'est comme ça que je suis rentrée chez Marc Veyrat. Et j'ai pu travailler aux côtés de Bruno Boser pendant presque 3 années, qui m'a beaucoup, beaucoup appris dans le métier. Je trouve ça impressionnant, votre volonté, votre vision très jeune, parce qu'à 20 ans, il faut avoir la capacité de se dire je vais aller frapper à la porte des vignerons pour continuer à apprendre. C'est impressionnant. J'avais beaucoup d'ambitions à 20 ans. J'avais des ambitions de découvrir un peu le monde. À l'époque, on parlait beaucoup des pays émergents, en termes de vin, que ce soit le Chili, l'Afrique du Sud et autres. Donc j'avais ces ambitions d'aller à la conquête du monde viticole. Bon, après, la vie en a décidé autrement, mais je suis pas mécontente non plus de ce que j'ai découvert. Alors, vous passez donc 3 années chez Marc Veyrat. Ensuite, vous allez passer une 15aine d'années à Val Thorens. Comment se fait la transition ? Eh bien, écoutez, là, donc, arrivé chez Marc Veyrat, c'était dur, c'était intense, on ne va pas se le cacher, mais c'était aussi très, très enrichissant.
vraiment la rencontre aussi avec Bruno Bozer sur le partage des valeurs de ce métier de sommelier, le rapport au vin. Et puis aussi, j'ai appris avec Bruno, notre rôle en tant que sommelier était vraiment d'accompagner la cuisine du chef. Et on sait que la cuisine du chef Vera n'est pas la plus simple, parce qu'elle est très expressive, elle est très imposante, et puis elle est aussi très acidulée, ce qui est complètement contradictoire avec le vin. Donc on avait beaucoup, on s'amusait vraiment à faire des accords, et Bruno m'a vraiment montré et démontré que notre métier, c'était avant tout vraiment d'accompagner et de sublimer la cuisine, mais en aucun cas prendre le dessus. Savoir rester un petit peu à sa place, et on était vraiment là pour sublimer un moment, une soirée et l'univers culinaire du chef. Donc 3 années là-bas, où c'est là que j'ai rencontré Jean, jeune cuisinier fougueux, dynamique, passionné et passionnant. Qui était déjà lui depuis plusieurs années chez Vera. Et puis voilà, je pense que notre rencontre a fait qu'on voulait après un petit peu voler de nos propres ailes. Donc on est partis ensemble de chez Vera, on a un petit peu voyagé, faire d'autres rencontres, d'autres restaurants, des expériences un peu individuelles. Et puis le projet de Val Thorens s'est présenté à nous, on cherchait quelque chose un petit peu sans vraiment s'installer, mais on cherchait un projet qui nous tenait à cœur, un endroit où on voulait s'exprimer nous, pas forcément à notre compte, mais où on se sentait bien. Donc ce projet qui partait de rien, c'était vraiment la création d'une résidence hôtelière à laquelle le projet de restaurant gastronomique. Et c'est le chef Jean-Michel Bouvier, qui à l'époque était installé à Chambéry, qui avait été choisi en tant que consultant pour ce projet. D'accord. On connaissait très bien Jean-Michel, Jean y avait travaillé quelques années, on se connaissait comme ça un peu de près ou de loin. Et Jean-Michel savait qu'on était un petit peu en recherche de quelque chose, un peu en manque de repères même, parce que c'est vrai qu'après toutes ces années chez Vera, on était un petit peu piqué à la Vera, on se cherchait un peu. Et donc il nous a proposé ce projet. Il y avait tout à faire, il y avait tout à créer, que ce soit la cuisine, la carte des vins, tout, ça partait de zéro. Donc c'était évidemment très intéressant. On avait un vrai challenge. On avait respectivement 23 et 24 ans avec Jean. Et puis on s'est dit, bon allez, de toute façon on est jeunes, on verra bien, on y va pour une saison. C'était l'hiver et puis on verra bien. Et puis d'une saison, ça a duré 15 ans. Et quel souvenir vous gardez de ces 15 années professionnellement Des très très beaux souvenirs, aucun regret de ces années Val Thorens. C'était pas évident, personnellement, moi comme j'ai dit, je suis originaire de Rennes, donc la neige, les montagnes, le ski, c'est pas du tout mon univers. Mais on a découvert aussi... En fait, c'était un vrai challenge de proposer la gastronomie en montagne. Il faut remettre les choses dans son contexte il y a plus de 20 ans. Les restaurants dans les stations de ski, clairement, c'était raclette, tartiflette, le plat de pâtes trop cuit, et c'est tout. Nous, notre univers avec Jean, c'était essentiellement la gastronomie. C'est tout ce qu'on sait faire, quelque part, c'est tout ce qui nous plaît. Donc, je crois qu'il y avait un petit peu d'insouciance au départ de dire non, mais nous, on va faire de la gastronomie. De l'insouciance et le challenge de montrer et démontrer qu'on était capable, même à 2300 mètres d'altitude, de proposer une vraie cuisine plaisir, gourmande, de qualité, dans un restaurant en ski au pied. L'autre challenge aussi me concernant, c'était au niveau de la carte des vins, puisqu'on partait de zéro. Et moi, j'étais impressionnée, quand je suis arrivée dans la région, de m'apercevoir qu'en fait, la région de Savoie était très très peu présente sur les cartes des vins. Et notamment dans les grands restaurants, elle était plutôt recalée en fin de carte. C'était pas une région à laquelle on s'intéressait.
Et il y avait quelque chose qui se passait pendant ces années-là, quand même. Il y avait cette nouvelle génération de vignerons qui reprenait un petit peu les affaires familiales, avec une certaine culture, quand même, de la vigne et du vin. Donc vraiment des vignerons dont on avait une vraie culture du vin. Et ça, c'était intéressant, et ça, je voulais en parler. Donc quand j'ai dit tout de suite, on va faire une carte des vins, et en première page, on va mettre les vins locaux, c'est-à-dire la Savoie, on m'a pris pour une folle, clairement. On m'a dit, mais non, il faut vendre de Bordeaux, il n'y a que ça qui marche, c'est ça que les gens veulent. Je dis, oui, mais il n'y a pas de souci, mais on va aussi leur démontrer à ces touristes qui viennent découvrir la région qu'il y a des produits, que ce soit dans l'assiette, mais que ce soit aussi le vin. Et aujourd'hui, j'ai un vrai plaisir à voir sur toutes les cartes des vins du monde, des vins de Savoie en bonne place. Ouais. Et je pense qu'il y a un challenge aussi à cuisiner, à proposer de la gastronomie, de la haute gastronomie en montagne, c'est qu'il y a la dimension saisonnière de l'activité. Contrairement à un restaurant gastronomique classique qui peut fonctionner toute l'année. Là, comment est-ce que vous fonctionniez justement Alors c'est vrai que c'était un peu le challenge déjà de l'altitude, le froid, l'eau qui ne bout pas à 100 degrés, les produits saisonniers. Donc, alors au niveau des approvisionnements, en soi c'était assez simple, étonnamment. Des livraisons au quotidien, mais bon, quelquefois, un peu bloqué aussi par les conditions météo. Il n'y avait rien qui montait jusqu'à Valto, donc il fallait un peu se débrouiller pendant 2-3 jours, vivre légèrement en autarcie même. C'est quelque chose qu'on a appris à appréhender en 15 ans, et je crois qu'à la fin, c'était un petit peu ce qui nous manquait, c'était justement cette saisonnalité au niveau des produits. Je pense notamment pour Jean, à 15 ans, à toujours travailler la même saison de produits qui n'est pas forcément la plus intéressante, parce que sortie de la courge et de la châtaigne l'hiver, et éventuellement le panel topinambour. Mais c'était assez frustrant d'arriver après la saison du gibier et des champignons et de partir à la fin de l'hiver, juste avant les premiers légumes, les premières fraises et autres. Donc c'est ça aussi qui, au bout d'une dizaine d'années, on avait envie aussi d'autres choses, de s'exprimer un peu plus à l'année, et puis de s'exprimer aussi autrement. Donc après Val Thorens, racontez-nous comment vous êtes revenu à Annecy. Au bout d'une dizaine d'années à Val Thorens, on avait quand même un peu d'autres ambitions. En tous les cas, une certaine frustration de voir nos clients venir et revenir tous les ans, ça c'était très agréable, mais une certaine frustration de ce moment un peu tronqué du temps du repas qui durait 2 heures, et hop, ils arrivaient en ski, ils mangeaient, ah merci, c'était super, allez, ciao, à l'année prochaine, et pouf, le soufflet qui retombait un petit peu comme ça, et puis ce rythme saisonnier qui était quand même très intense, c'était 7 jours sur 7 du mois de novembre au début du mois de mai, on remontait aussi l'été, juillet, août, mais dans une autre ambiance, un autre contexte qui était aussi beaucoup plus plaisant. Je crois que le fait d'avoir ouvert à Val Thorens l'été, on avait un peu plus le temps. Et nous, et nos clients, et là il s'est mis en place un peu des échanges, de rencontrer, de parler un peu plus avec nos clients, de les connaître un peu plus. Et puis nous, on arrivait aussi à un âge où on avait peut-être envie de se poser. On avait les enfants, ce rythme saisonnier qui était quand même un petit peu difficile, un peu à gérer. L'envie, de se trouver notre maison, notre chez nous, pour pouvoir passer un peu plus de temps avec nos clients, pour aussi, à Jean, pouvoir s'exprimer plus sur la saisonnalité aussi des produits. Donc on cherchait un peu sans chercher une maison. Au début, on avait même envisagé de s'installer à Val Thorens. Et donc, je crois que c'est un petit peu l'auberge qui est venue à nous. Voilà. On a eu vent de cette maison qui était tenue donc, par Madame Bise, mais qui arrivait à 80 ans. Sa fille, Sophie, qui ne voulait pas forcément reprendre cette maison. Nous, on y venait quelques fois, parce que moi déjà, 2-3 fois avant, on a eu l'occasion de venir dîner avec Jean, parce qu'il faut imaginer au mois d'avril, comme là en ce moment,
quand tu es à Val Thorens, sous la neige depuis le mois de novembre, qu'il n'y a qu'une couleur, c'est le blanc, alors que tu arrives ici à Annecy au mois d'avril, voilà, les oiseaux chantent, il y a des fleurs dans les arbres et tout, ça sent bon l'herbe, c'était merveilleux. Donc on s'octroyait comme ça une petite soirée avec Jean, et on venait ici à l'auberge, le bord du lac et tout, c'était notre bouffée d'air. Et je me souviens d'un jour où avec Jean on a eu cette conversation de se dire, mais t'imagines, c'est une maison comme ça qu'il nous faudrait. Il a dit oui, bien sûr, on a le droit de rêver. Et je crois qu'on a bien fait de rêver, en fait. Voilà. Ouais. Donc, cette rencontre après avec Madame Bise, des échanges, des allers-retours, la possibilité d'acquérir cette maison. Et voilà, je pense qu'on a réussi à faire nos preuves. Et quelque part, c'est ces 15 années à Val Thorens qui nous ont un petit peu aidés et conforté la possibilité de reprendre cette maison. Et je me souviendrai toujours d'une phrase de Madame Bise qui a dit « Mais pourquoi vous avez vendu votre maison à ces gens-là, quelque part ?» Et Madame Bise a répondu « J'ai vendu ma maison à un couple jeune et savoyard. » Donc tout était résumé, voilà. Donc vous vous installez à l'auberge du Père Bise, donc vous gardez le nom et qui est voilà, un endroit magnifique sur le lac d'Annecy, avec une localisation incroyable. Quel changement ça induit déjà de s'installer chez soi, entre guillemets, mais aussi c'est presque un autre métier qui arrive à vous, puisque là, il y a le restaurant, mais il y a aussi l'hôtellerie, enfin, c'est plein d'autres choses à construire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette évolution ? Ah oui, un changement de vie radical pour ma part. Changement de vie, changement de rythme. Reprendre l'auberge du Père Bise, c'était avant tout aussi reprendre une institution. Donc garder le nom a été primordial. Accoler le nom de Jean était aussi important pour nous. Mais voilà, c'était quelque part Jean Sulpice à l'auberge du Père Bise. Les choses ont maintenant évolué très très vite, mais on avait vraiment à cœur, en reprenant cette maison, en tous les cas, d'y conserver son âme, son histoire, et cette institution de gastronomie. L'auberge du Père Bise a toujours été liée à la gastronomie, donc c'était important pour nous de conserver ce patrimoine-là, quelque part. Après, effectivement, reprendre l'auberge du Père Bise, c'est reprendre un restaurant, son histoire, et toute la notion d'hôtellerie. Ouais. Et là, très rapidement avec Jean, ça a été vite fait, mais on reprend un hôtel. Ni lui ni moi n'avions de notion d'hôtellerie. Et puis moi, comme j'aime bien les challenges, on va dire, je me suis dit, allez, hop, je me lance. Parce que forcément, j'allais pas faire la cuisine, ça c'était évident. Déléguer la partie hôtelière à quelqu'un d'extérieur à nous, on ne se sentait pas, parce qu'on voulait vraiment s'approprier la maison, donc c'était très important qu'on y mette vraiment notre patte, notre savoir-faire. Donc voilà, naturellement les choses, on va dire, même sans vraiment en avoir parlé avec Jean, naturellement Jean a pris toute la notion un peu de restauration et de gastronomie, et puis moi sur la partie hôtelière, et d'essayer d'allier un petit peu les deux. Donc ça a été un vrai challenge, un gros changement de vie qui continue encore. Et là, je crois que j'ai eu la chance aussi d'être entourée de plusieurs collaborateurs et collaboratrices qui m'ont vraiment apporté leur connaissance, leur culture, on va dire aussi. Et puis d'allier un petit peu ce que moi je savais, en tous les cas ce que moi je voulais apporter à l'hôtel, avec leur connaissance professionnelle, mais de garder ce fil de gastronomie tout au long du parcours, un petit peu de l'expérience client à tous les stades de la maison. Oui, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est votre expérience vient plutôt de la gastronomie, et c'est la manière dont vous impulsez ça dans la partie hôtelière finalement. Exactement. De votre activité. Exactement. Est-ce que vous pouvez du coup aller un peu plus dans le détail sur ce point, sur qu'est-ce que ça change par rapport à un hôtel classique, cette touche gastronomique? Alors, la touche gastronomie, c'est la philosophie et c'est l'histoire de l'auberge du Père Bise. Donc naturellement, on la retrouve un petit peu à tous les endroits de la maison.
que ce soit au niveau des chambres, que ce soit la décoration qu'on a pu y apporter au travers des accrochages d'herbiers, de nature, les couleurs aussi qu'on a choisies pour la décoration de la chambre, qui rappellent évidemment les tons un petit peu du lac, et puis les montagnes qui nous entourent avec ces couleurs changeantes de la saison. Et donc on va retrouver un petit peu tout au long de la décoration des chambres. Justement, ça fait vraiment le lien avec la cuisine de Jean Sulpice, qui est très orientée sur la nature, les produits. Effectivement, ça veut dire qu'il n'y a pas de cassure entre quand le client quitte sa chambre pour aller dîner, il y a un fil conducteur en quelque sorte. Exactement. Ce fil conducteur, c'est la nature qui nous entoure. Quand on voit la situation de l'auberge du Père Bise vraiment posée entre lac et montagne, c'est tout l'univers de la cuisine de Jean. Donc naturellement, simplement, et avec beaucoup d'humilité, je crois que ce fil conducteur de la nature, relié à la gastronomie et à l'univers de Jean, se décline naturellement dans tous les endroits de la maison et de l'auberge. Et pour vous, c'était une évolution bien sûr de métier, mais ça veut dire que vous avez dû mettre de côté votre rôle de sommelière. Oui, complètement. Comment ça s'est passé ça ? Ça s'est passé tout en douceur, puisque quand même la première année, quand on est arrivé, il fallait tout mettre en place. Donc je suis restée quand même un petit peu, bien sûr, en sommellerie, reconstruire la carte, y apposer aussi nos valeurs, toujours ce lien quand même avec la cuisine de Jean qui était très important. Donc cette transmission qui s'est faite naturellement avec les collaborateurs, et puis là de plus en plus quand même accaparé pour mettre en place l'univers au niveau de l'hôtel, et puis les projets qui allaient se mettre en place après avec le spa notamment. Donc après ça a été vraiment cette transmission en 3-4 ans aux collaborateurs qui se sont après approprié l'univers culinaire de Jean, et puis moi qui ai pris un peu plus ma place à l'hôtel. Oui, du coup ça s'est fait assez simplement, mais sans que ce soit pour vous un crève-cœur non plus de laisser cette partie-là. Exactement, c'était nécessaire quand même pour moi d'avoir cette transition en douceur, mais maintenant effectivement efficace. Je ne peux plus me passer de mon nouveau métier, on va dire, d'hôtelière et maîtresse de maison. La sommellerie me manque, mais je crois que c'était aussi, en reprenant l'auberge du Père Bise, c'était une étape de la maturité. J'aime toujours l'univers du vin et je l'aurai toujours au fond de moi, mais ce nouveau métier, cette nouvelle tranche de vie a fait que j'ai dû un petit peu m'en séparer, mais je reste quand même toujours en contact avec Lionel, notamment notre chef sommelier, et toute l'équipe de restaurant, parce que ça reste ancré en moi. Et à titre personnel, est-ce que vous êtes toujours en veille sur les vignobles, les vins? Est-ce que vous êtes toujours vous avez encore un peu de temps pour ça? Oh là là, j'essaie, mais c'était d'ailleurs pour ça, Val Thorens, c'était très intéressant parce que on avait cette grande période de fermeture sur mai, juin, septembre, octobre, qui nous laissait beaucoup de temps avec Jean pour aller à la découverte des vignobles, et ça a été aussi ces années-là très très enrichissantes. Après, la vie de femme a pris le dessus, les enfants, le quotidien, l'école et autres. Aujourd'hui, ce rythme-là est un petit peu entre parenthèses, mais je ne désespère pas, quand mes enfants seront grands et autonomes, de retrouver ces petites parenthèses aussi bien personnelles que professionnelles. Je voudrais revenir sur un point. À l'auberge du Père Bise, il y a donc le restaurant gastronomique, il y a l'hôtel bien sûr, mais il y a aussi le bistrot 1903, qui est donc une cuisine, une offre culinaire en fait un peu différente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'articule ? Comment est-ce que on passe de une cuisine de haute gastronomie, ce qui était déjà le cas à Val Thorens, à proposer deux offres différentes? Comment est-ce qu'on fait pour accorder les deux, pour les concevoir, pour qu'il y ait un même état d'esprit, mais néanmoins des niveaux d'offres différents En fait, je crois que c'est l'univers culinaire de Jean qui traditionnellement se décline dans ces deux offres.
Jean est quelqu'un qui est très expressif, qui est un peu fougueux, et je crois que toute la magie, toute l'authenticité, tout le travail, toute la technique qu'il peut apposer dans l'univers du restaurant gastronomique, c'est en contrepartie ce qu'on va retrouver aussi au niveau du bistrot, mais toute cette générosité qu'il a dans sa cuisine, et cette simplicité, cette approche beaucoup plus familiale et naturelle. Donc c'est vraiment les deux univers de gens qui sont déclinés en deux offres à la fois complémentaires et totalement différentes. Ok. Et est-ce que vous pensez que pour les clients, c'est une manière différente d'apprécier la cuisine d'un restaurant gastronomique quand ils dorment sur place, en fait, par opposition à un restaurant où ils viennent pour dîner et ils repartent chez eux ou ailleurs? Est-ce que ça change, selon vous, le rapport ou le... Oui, c'est très très important, et c'était aussi pour ça qu'en reprenant l'auberge du Père Bise, en tous les cas, au moment où on cherchait un petit peu à s'installer, naturellement, on cherchait un hôtel en plus du restaurant, parce que si vous l'avez vécu, vivre l'expérience, je dirais, d'un dîner dans un restaurant gastronomique et de prolonger ce dîner à l'hôtel, de vivre le réveil du matin, ici notamment au bord du lac, et de retrouver cette nature environnante, et de prolonger encore un petit peu l'expérience, le temps d'un petit déjeuner, oui, on repart quand même beaucoup plus... Il y a beaucoup de clients qui nous disent... on est parti en vacances, voilà. Ça a duré 24 heures, mais on est vraiment parti en vacances, on est parti en voyage, on a découvert quelque chose de différent, de totalement un petit peu presque décalé. Voilà, c'est le voyage, à proprement dit. Si on revient assez concrètement sur votre quotidien, est-ce qu'il y a une journée type dans la vie de Magali Sulpice ? Alors là, pas du tout, c'est une catastrophe. Les journées déjà ne commencent pas à la même heure, fonction d'amener les enfants à l'école ou pas, les rendez-vous ou pas. Donc non, il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est très très souvent que je commence la journée avec un tas de choses à faire, et que finalement j'ai fini la journée, que je n'ai absolument pas fait ce qui était prévu. Donc ça c'est peut-être mon gros défaut, c'est cette capacité à reporter au lendemain ce que je peux faire le jour même, et les journées qui se rallongent, non, c'est une catastrophe. Non, il n'y a pas de journée type. Entre bien sûr profiter des clients, échanger beaucoup avec les collaborateurs et les collaboratrices, ça me tient vraiment à cœur. Mes enfants quand même, et leur quotidien aussi à eux, leur rythme qui est important. Croiser Jean de temps en temps. Non, j'ai pas de journée type, malheureusement. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, je suis à ma place, j'ai trouvé ma voie? Oui et non. Oui et non, je pense que oui, parce qu'à 40 ans maintenant, je pense que la maturité est là, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. Je pas dire que j'ai réussi quelque chose, mais en tous les cas, je suis assez fière de ce que je suis arrivée. Mais d'un autre côté, vivre avec Jean Sulpice, c'est 1000 idées à l'heure, c'est des projets qui n'en finissent pas. Donc je crois qu'on n'a toujours pas fini de faire tout ce qu'on avait à faire. La voie continue. Oh là là, oui. Est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans votre vie ? Il y en a eu plusieurs. Peut-être récemment, avec l'arrivée à l'auberge. Je pense notamment... à Madame Bise, bien sûr. Madame Bise qui m'a beaucoup apporté de par son charisme, de sa présence. J'ai vraiment découvert avec elle cette notion de maîtresse de maison, de prendre possession des lieux, d'être chez elle, d'imposer aussi quelque chose un peu à ses clients, évidemment qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais les choses ont évolué aussi. Tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, les bons comme les mauvais moments. Je crois que c'est ça aussi la vie. Voilà, toute cette richesse, j'ai beaucoup de respect pour elle. Et puis je la remercie encore de sa présence, de tout ce qu'elle a pu nous transmettre et autres. Il y a eu aussi récemment, je crois, la rencontre avec Émilie Bonaventure, cette décoratrice scénographe qui nous a accompagnés en partie sur la décoration des chambres, et qui a su complètement retranscrire l'univers de Jean et l'univers de l'auberge du Père Bise, avec beaucoup de douceur, de simplicité.
Et waouh, j'ai beaucoup appris avec elle dans sa culture et dans son approche vraiment complète et détaillée de notre univers. Encore plus récemment, je pense aussi à Julie Exertier, qui nous a accompagnés au niveau du spa. Elle aussi, je crois que dans son approche en tant qu'entrepreneuse et sa conviction à apporter son univers cosmétique, là aussi raccroché à la nature, et c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui croit beaucoup en ce qu'elle fait, et elle est assez impressionnante comme femme aussi. Est-ce qu'il y a une actualité ou des projets que vous auriez envie de partager avec nous ? Écoutez, là, la reprise de l'auberge, la construction du spa, je crois que c'est déjà pas mal. Oui, il y a toujours des projets, notamment sur la partie restauration à l'auberge, où on souhaiterait vraiment la repenser, notamment l'univers du bistrot 1903, repenser pour un restaurant à part entière, lui enlever un petit peu cette notion de bistrot et lui apporter, repenser l'univers du 1903, garder un petit peu son idée de restaurant un peu traditionnel, dans l'univers de Jean, mais aussi dans l'histoire de l'auberge, mais peut-être autrement. Enlever cette notion de bistrot qui finalement ne nous correspond plus par rapport à ce qu'on souhaite apporter à l'auberge. D'accord, bon. Affaire à suivre. Exactement. Magali, on va passer à la deuxième partie de l'interview, consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Première question. Est-ce que le fait d'être une femme a eu un impact, ou positif comme négatif, sur votre parcours professionnel ? J'ai envie de dire malheureusement oui, ça n'a pas été simple quand même au départ, il ne faut pas se le cacher. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à chercher un petit peu du travail, j'avais envoyé mon CV dans plusieurs établissements de renom. Je ne citerai pas, bien sûr, mais en plus qui sont devenus pour certains des amis presque proches. Mais je me souviens à l'époque avoir reçu des lettres de refus pour un poste en sommellerie, car ces maisons-là n'acceptaient pas de femmes en sommellerie. Alors ça paraît un petit peu complètement ahurissant aujourd'hui de s'imaginer recevoir un courrier noir sur blanc qui vous dit voilà, on a bien reçu votre candidature, on vous remercie. Maintenant, cependant, notre maison ne prend pas de femmes au service sommellerie. Ça paraît fou. Ça paraît fou. Pour autant, en ramenant ça il y a 25 ans maintenant, c'était presque normal. En tous les cas, moi je l'ai pris comme ah bah oui, bien sûr, je comprends. Voilà. Donc aujourd'hui, ça paraît fou et heureusement que les choses ont évolué, bien sûr. Dans mon année de sommellerie, on était 15 dans la classe, on était 3 filles. Voilà, donc je pense que les choses ont bien évolué aussi, même le regard vis-à-vis des vignerons, parce que voilà, est-ce qu'on était vraiment capable de déguster correctement ? C'était pas sûr. Donc il a quand même fallu faire un petit peu ses preuves, même au niveau des clients, à l'époque chez Vera aussi, je me souviens d'une fois où Bruno était venu me voir en disant écoute, voilà, on va te changer de rang. J'avais pas trop compris pourquoi au départ. Et après le service, j'ai compris que parce que dans le rang au début où j'étais, il y avait un client qui n'avait pas accepté, qui refusait quelque part que je le serve parce que j'étais une femme. Et voilà, les choses se sont complètement assouplies et autres. J'ai jamais non plus été vraiment rebelle à ce niveau-là, ou féministe ou quoi. On était dans le contexte il y a peut-être que 20 ans, ou déjà 20 ans, je sais pas. Aujourd'hui, on n'y penserait pas, on n'y pense plus, heureusement. Heureusement qu'il y a aussi des femmes qui ont su faire évoluer ces choses-là. Exactement, et montrer la voie. Exactement. Et est-ce que vous suivez justement chez les jeunes sommelières l'évolution des choses? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus maintenant de femmes sommelières? Oui, je crois. Oui. En tous les cas, le métier s'est largement démocratisé, même avec un peu plus de simplicité et puis un regard aussi bienveillant. Je crois qu'il y a eu aussi une évolution du côté du monde viticole, même si ça n'a pas été simple, et je le sais pour certaines femmes, de s'imposer dans ce milieu. Mais je crois aussi que voilà, ces échanges entre femmes sommelières et femmes vigneronnes ont fait que les choses se sont largement démocratisées. Et
Je crois qu'il y a encore des efforts à faire un petit peu à ce sûr. niveau-là, mais une certaine évolution. Après, un peu plus difficile, hein, dans l'univers de la cuisine, on le voit quand même. Ouais. Nous, ça s'est jamais vraiment posé la question. Encore l'autre fois, j'en parlais à Jean de l'égalité un peu homme-femme, où je lui apprenais quelque part qu'il y avait des femmes qui étaient moins payées pour le même métier que par rapport aux hommes. Et il me dit, mais c'est hallucinant, c'est pas normal quand même. Ben non, c'est pas normal. Mais il faut savoir que ça existe encore, et peut-être même dans nos métiers. Ah, bien sûr, ou qui ne sont pas promus, ou qui... Exactement. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est bien de faire... La gastronomie reste quand même un univers assez masculin, où on a du mal à faire la part des choses. Et dans votre maison, justement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel ? Je crois que c'est assez équilibré, c'est assez équitable. En tous les cas, que ce soit dans le recrutement ou dans le travail au quotidien, il n'y a évidemment aucune différence entre hommes ou entre femmes. Les gens prennent leur place comme ils doivent la prendre. Alors bien évidemment, en découvrant un peu l'univers de l'hôtellerie ou même du spa, ce sont quand même des univers plus naturellement accessibles, on va dire, aux femmes. Mais en tous les cas, on ne s'arrête pas sur ce profil. J'aimerais bien, d'ailleurs, un peu plus équilibré, peut-être au spa aussi, ouvrir l'univers assez féminin et l'ouvrir aux hommes. Pourquoi pas, que ce soit un vrai équilibre aussi dans l'autre sens. Exactement. Magali, je voudrais revenir sur un sujet qui est le fait d'entreprendre en couple. C'est assez courant dans le milieu de la restauration qu'un couple tienne les rênes d'un restaurant ou d'un lieu comme le vôtre ensemble. On remarque que quand c'est l'homme qui est en cuisine, souvent c'est lui qui est le plus médiatisé, alors que l'entreprise, elle se construit à deux. Est-ce que vous le ressentez, ce phénomène-là, le fait que vous êtes un peu plus dans l'ombre ? Oui, mais ça, je pense que c'est effectivement les médias et l'encensement qu'on a pu apporter aux chefs de cuisine, chef homme ou chef femme. C'est un métier qui s'est toujours, je crois, plus ou moins toujours construit en couple. Hein. En tous les cas, le regard que j'ai sur l'auberge du Père Bise, c'est comme 4 générations, c'est 4 générations de couple. Nous, on s'est rencontrés au travail avec Jean. Moi de ma partie en sommellerie, Jean sur la cuisine, effectivement que naturellement et par les médias, Jean a été beaucoup mis en lumière, et puis de toute façon il aime bien ça et ça me va bien parce que moi c'est pas mon truc non plus. Après voilà, naturellement aussi le choix d'être une femme et d'élever les enfants, de faire ce choix en tous les cas de construire une famille. Moi je crois que j'ai fait mon choix aussi de me retirer un petit peu de ce devant de la scène parce que ça m'allait bien. Ça correspond aussi à Jean, mais ça reste effectivement quelque chose qui se construit à deux. Je crois pas qu'on soit, en tous les cas, on est peut-être des femmes dans l'ombre, mais on n'est pas des femmes de l'ombre. La nuance est importante. Tout à fait. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait et qui souhaiterait marcher sur vos traces, qui serait inspirée par votre parcours? J'aurais envie de lui dire de croire en ses rêves. Voilà, je pense que moi j'ai cru en mes rêves, ça a marché. Il faut croire en ses rêves, et puis il faut pas avoir peur des rencontres. Elles sont, à chaque étape de la vie, elles sont toutes importantes. Oui. Croire en ses rêves et la vie fera le reste. Magali, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent à partager avec nous ? Alors ça peut être un lieu, en ce moment c'est un peu compliqué, un livre, un vin. Oui, je crois que je citerai un livre, un roman. C'est Le Cahier de recettes de Jackie Durand. J'ai pas beaucoup de temps à la lecture, malheureusement, comme beaucoup d'entre nous. Mais cette rencontre avec Jackie, qui a écrit notamment les derniers textes du livre de Jean,
Mais en parallèle de ça... Journaliste à Libération. Qui est journaliste à Libération, exactement. Et donc en parallèle de ça, qui écrit aussi des romans. Et là, son dernier roman, Le Cahier de recettes, ça a été un véritable coup de cœur. Un livre qui te fait pleurer, un livre qui nous plonge totalement dans l'univers de la cuisine, toute cette sensibilité, le vocabulaire qu'il utilise, mais on sent les odeurs, on entend le bruit des casseroles, on y est... On pleure, on est dedans. C'est un roman qui raconte aussi la transmission, la dureté du métier, la volonté d'un père qui ne veut pas voir son fils faire ce métier-là parce que c'est pas un métier valorisant, c'est un métier qui est dur, mais le fils qui, parce que ça fait partie de sa vie, veut malgré tout faire ce métier. Enfin, c'est magique et vraiment on en pleure et je le recommande parce que c'est un vrai coup de cœur. Ok, merci pour la recommandation. Est-ce qu'il y a un plat qui résume votre enfance ? Les galettes bretonnes. Bien sûr. Un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Le gargouillou de Michel Brasse. Vraiment, ça, je ne l'ai jamais oublié. C'est aussi le premier restaurant gastronomique qu'on a fait tous les deux avec Jean. Voilà, oui, un vrai coup de cœur. Je crois que c'est une émotion culinaire, gustative, sensation, terroir, territoire, tout y est dans ce plat. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Il y en a plusieurs, mais s'il ne fallait n'en citer qu'un, l'agneau. Après, il y en a plusieurs. L'agneau, je peux vraiment pas manger. D'accord. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine ? Toujours en tant que bretonne, bien sûr le beurre de micelle. Oui. Et puis je citerai aussi le pâté énaf. Alors pour tout breton qui se reconnaîtra, c'est une conserve, voilà, c'est fabriqué vraiment en France. C'est une conserve, c'est un pâté à base de jambon et alors ça, sur du pain, une baguette fraîche avec des cornichons, c'est une tuerie. J'en ai toujours dans le placard partout parce que c'est très très pratique quand t'as rien à manger, il y a toujours un bon pâté énaf. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison ? Tout le temps, mais à chaque fois qu'on reçoit des amis, Jean me laisse quand même faire quelquefois le dessert, c'est le tiramisu, que mon mari adore, qui ne mange que le mien, enfin que le mien, il aime beaucoup mon tiramisu, donc c'est vrai que je le fais assez régulièrement. Et qu'est-ce que vous écoutez justement quand vous êtes en cuisine ? Peut-être quand vous faites votre tiramisu ? Non, j'écoute surtout mes enfants qui se chamaillent. Et les conseils de mon mari, Ça qui est toujours un peu derrière moi, mais voilà, toujours bienveillant aussi, mais voilà, me dire tu devrais rajouter un petit peu de ça, un peu moins de ça. Et c'est toujours bienveillant. Quel est le resto de votre vie ? Votre restaurant préféré de tous les temps ? Oh, il y en aurait trop pour les citer parce que... Ça peut être le vôtre, hein. Ouais. Non, il y a plein de... Il y en a plein, que ce soit des grandes institutions étoilées ou des petits restaurants, mais je crois que le restaurant, pour moi, c'est un moment de vie, en fait. Ça raccroche à chaque fois à un moment de vie, soit une petite échappée comme ça, qui n'était pas prévue avec Jean. Allez, viens, tiens, ce soir, on s'en va, on va manger là, à côté, loin. Ça raccroche, ça rappelle un peu les vacances, ça rappelle une destination qu'on avait envie de découvrir, une adresse. Voilà, il y en a tellement, mais ils sont tous raccrochés à un moment précis de la vie et donc là, ce serait trop long. C'est impossible de choisir. Impossible. Et est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver, que vous donneriez cher pour essayer ? Dominique Crène à San Francisco. Oui, alors elle me fascine. Oui, moi aussi. Elle me fascine. C'est une femme rebelle, elle aussi déterminée, passionnée, passionnante. Un rêve de la découvrir, de la rencontrer. Je la connais pas, mais je crois qu'on aurait beaucoup. En plus, elle est bretonne, donc on aurait beaucoup de choses à partager. Dernière question de cette interview. À quelle femme passeriez-vous le relais au micro de Girls in Food ? Eh bien, je pense naturellement à Émilie Bonaventure. Oui. C'est une véritable épicurienne qui a déjà aussi un petit peu promené son savoir dans l'univers de la gastronomie. Elle a beaucoup travaillé notamment avec Grégory Marchand. Elle a fait quelques autres univers gastronomiques.
Et en tant qu'épicurienne, je crois qu'elle a toute sa place dans Girls in Food, et elle aura beaucoup de choses à vous raconter, très passionnantes et enrichissantes, et une vraie passionnée. Bon, merci pour la recommandation. Un grand merci Magali Sulpice. Merci beaucoup Adeline. À très bientôt. À très vite. Un grand merci à Magali Sulpice pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.